my plane. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'm sorry, David. I'm afraid I can't do that. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Do or do not. There is no track. Where we're going, we don't need roads. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complet. Movies don't create psychos! Bonne écoute. Remember Sally when I promised to kill her last? I lied. Bienvenue à Smallville. Aujourd'hui, nous parlons de Superman 3, sorti en 1983 et réalisé par Richard Lester, avec Christopher Reeve, Richard Pryor, Annette O'Toole, Robert Vaughn, Annie Ross, Pamela Stevenson et Margot Kidder. Je suis Mathieu, et je suis né pauvre, et j'ai porté les mêmes bas plus d'une centaine de fois. Alors, bienvenue dans l'univers des films de DC. Aujourd'hui, on couvre le 6e épisode. On est au 6e épisode de l'univers que je fais, dans le fond, là, dans tous les films de DC live action. On est rendu au 6e film dans cette rétrospective-là. C'est une rétrospective que j'ai commencé avec le film de Superman 1951 qui a été suivi par Batman 66, les deux premiers films de Superman. La dernière fois, j'ai parlé du film La créature des marais, ou Swamp Thing si vous préférez. Puis là, c'est ça, on est rendu un petit peu plus tard, un an plus tard avec Superman 3. La rétrospective, je la fais comme chronologique. Fait que éventuellement, on va se rendre avec le nouvel ère, avec Man of Steel, Wonder Woman, Aquaman, puis toutes les autres qui ont suivi par la suite. Techniquement, la rétrospective va se terminer avec le nouveau Batman, peut-être avant, peut-être après, tout dépendant là, de comment que ça s'en va, parce que là, il y a quelques semaines, on a repoussé là, le film de Batman pour dire qu'il allait sortir un peu plus tard. Fait que c'est sûr que je vais jouer un petit peu avec le calendrier, là, la manière que je voulais que ça sorte, ça allait sortir plus en tapon, mais là, ça va être peut-être un petit peu plus éparpillé, mais normalement, techniquement, on va terminer avec le film de Batman, mais ça se peut qu'on arrive à temps aussi pour le prochain Wonder Woman. Qui sait, peut-être qu'il va leur pousser encore assez loin que je vais finir avec le nouveau Wonder Woman, puis le Suicide Squad qui n'a pas l'air à changer de date pour l'instant. En tout cas, tout ça peut changer un peu. Vous pouvez aller voir sur le site de premiervisionnement.com. J'ai comme tout étalé les films de la rétrospective. C'est pas à 100% clair s'il n'y aura pas des bonus au travers de ça. Il y a des petites affaires là, que j'ai en tête que je voudrais peut-être rajouter quelques petits films au travers de ça, des films animés. Mais sur premiervisionnement.com, vous pouvez voir un peu la base de ce que je vais faire comme rétrospective. Si vous regardez dans la rétrospective de DC, que vous trouvez les podcasts là, dans tout DC, c'est ça, vous allez voir que dans le fond, tout ce qui est disponible est en couleur. Le logo du podcast est disponible. Puis ce qui est d'une autre couleur, là, plus comme pas coloré, dans le fond, c'est ce qui est les podcasts là, en préparation. Fait que vous pouvez tout voir ça là, sur premiervisionnement.com. Allez jeter un coup d'œil. En même temps, quand vous êtes sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes les autres séries que j'ai fait, dont les King Kong, les films de Godzilla. C'est une autre rétrospective que je fais dans le même principe là, de l'univers de DC, qui n'est pas encore complète. Parce que là, on se dirige vers le film de King Kong versus Godzilla. Qui va sortir pour l'instant l'année prochaine. En tout cas, on ne sait jamais, tout peut être tout le temps repoussé. Mais c'est ça, sur le même site, vous pouvez voir dans d'autres genres aussi, comme les décadences ou des films de Halloween. Puis en tout cas, tout est sur premiervisionnement.com ou des Transformers. Tous les films sont couverts là-dessus. Vous pouvez aller sur premiervisionnement.com et vous allez pouvoir peut-être trouver quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, film de Superman 3, suite au succès de Superman 2, naturellement, on voulait faire un 3. Richard Lester, ça avait bien été comme réalisateur, fait que on a reconduit son contrat pour faire Superman 3. C'est pas tout à fait clair. C'est sûr que des sources officielles, il y en a qui disent que ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est les gens qui ont plus une pensée négative puis qu'ils ont fait ça d'un autre sens? Je sais pas exactement. Margot Kidder, qui fait Lois Lane dans les deux premiers films, était supposément pas très très contente de la manière qu'on traitait Richard Donner, le réalisateur du premier film, ou le réalisateur du deuxième film, le Richard Donner Cut, évidemment.
La manière que les Salkind, les producteurs des films qui font de ceux qui font Superman, eux autres, selon Margot Kidder, ils n'étaient pas vraiment contentes de la manière que qu'on réalisait, là, comment qu'on portait Richard Donner publiquement. Fait que le fait que c'était public, tout ça, les Salkind auraient peut-être pas aimé ça, puis peut-être qu'il aurait poussé de côté pour permettre au personnage de Superman d'avoir quelqu'un d'autre à s'intéresser plus que Lois Lane. Mais tu sais, que quand on regarde comme les commentaires des producteurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'en même temps, l'histoire de Lois Lane avait pas mal été dit là, dans les 2 derniers films. Fait que c'était peut-être le temps là, d'amener une nouvelle flamme pour Superman. T'sais, logiquement, je pense que en fait l'histoire, il y a du sens. Mais l'autre côté, ça a du sens aussi, Margot Kidder, qu'elle a été tassée. Parce que dans le fond, elle va être là au début et à la fin du film, mais tu sais, elle était là certainement juste pour filmer une journée. C'est tout au même endroit, fait que tu sais, on a filmé comme juste pour boucler le film, mais elle était clairement là juste sur le set une journée. Là. Puis en même temps, tu sais, si on se dit que oui, on a voulu amener quelqu'un d'autre, mais tu sais, on aurait pu toujours embarquer Lois Lane qui vient à Smallville, puis justement faire un triangle amoureux à quelque part. Là, fait que c'est je vais y aller plus un peu qu'on a voulu tasser Lois Lane là-dessus, qu'on voulait pas nécessairement ramener Margot Kidder, mais je suis pas là vraiment pour juger ce qui s'est passé là, en arrière du film. Je suis là pour juger le produit fini. Puis c'est ça, en tout cas, peu importe cette histoire-là. On va donner plus les rênes du film à Christopher Reeve. Ça va être lui qui va avoir son nom pour la première fois en première place sur le film comme qu'il se doit. Si on se rappelle bien là, des 2 premiers films, Christopher Reeve était porté soit au premier film, il était genre au 3e rang. Je veux dire, il était même après le nom du film. C'est rendu loin pas mal. Dans le 2e film, c'était Gene Hackman qui venait avant Christopher Reeve. Puis là, c'est vraiment Christopher Reeve. Mais c'est pas juste Christopher Reeve, c'est Richard Pryor. Richard Pryor qui était plus un comédien là, de humoriste sur scène. Oui, il était acteur un peu, mais en tout cas, c'est plus un humoriste. Fait que lui, il avait montré son intérêt à vouloir jouer dans un film de Superman, puis ça s'est ramassé aux oreilles des Salkind. Puis il l'a embauché pour le film. Fait que c'est quasiment plus un film qui va avoir les 2 personnages comme tête d'affiche et pas juste laisser Christopher Reeve en tant que Superman mener le film. Ça va paraître beaucoup dans le film d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va en parler tantôt de ce que j'en pense de tout ça? Là-dedans, on va avoir aussi le personnage de Ross Webster, que lui, il va-tu remplacer Lex ou pas? On va en parler un peu tantôt. Exactement, on dit que Gene Hackman avait été, il aurait été intéressé de reprendre le rôle de Lex Luthor. Si, mettons, ça aurait été fait, est-ce que ça aurait été le même personnage, tout ça? On en reparlera un peu tantôt, mais pour remplacer comme un peu ce personnage-là, en tout cas, c'est supposément que Gene Hackman est occupé à faire autre chose, ce qui est bien possible aussi, là. Mais Gene Hackman va être disponible pour le prochain film de Superman. Fait que je ne sais pas exactement si vraiment c'est une question d'horaire vraiment. Là, je veux dire, on peut dire ça, mais en même temps, c'est pas les mêmes producteurs qui vont être là pour le film de Superman 4. Fait que on peut supposer bien des choses. On va avoir amené Robert Vaughn, qu'on avait pu voir dans la série The Man from U.N.C.L.E., qu'on va l'avoir amené pour faire le rôle de Ross. On avait pensé à l'acteur Frank Langella qu'on va voir plus tard là, dans les films de Superman là, qui va remplacer dans le 5e film Jackie Cooper qui va devenir Perry White dans le film de Le Retour de Superman. On avait pensé à lui. En tout cas, c'était comme les négociations. Finalement, on tombait court, puis on est arrivé avec Robert Vaughn, qui aurait fait peut-être un personnage de Ross Webster, peut-être plus menaçant. Ça aurait peut-être changé un peu quelque chose, mais en tout cas, au pire, on en parlera un petit peu tantôt pendant le scénario. On va amener aussi Annette O'Toole dans le scénario pour le personnage de Lana Lang, qui est la flamme à Clark Kent
au secondaire. Ben, tu sais, ce qui est quand même intéressant, c'est que Annette, elle va revenir plus tard dans l'univers de Superman, un peu croisé d'univers. Ben, elle va revenir pour comme la mère de Clark Kent dans la série Smallville. Et bien entendu, ben, on ramène aussi Christopher Reeve comme l'homme d'acier, Superman, pour sa 3e fois. Et bien sûr, comme j'ai dit tantôt, on ramène Christopher Reeve avec le personnage de l'homme d'acier, Superman, à la tête du film. Le film, au départ, devait avoir un scénario différent. On devait avoir Brainiac, puis un autre personnage, Monsieur Matapatam, quelque chose de même. Je suis vraiment pas capable de le dire. Fait que, excusez le jargon, je suis pas trop connaisseur de l'univers à 100%, je le connais bien quelque part, mais plus comme amateur. Ben, on devait avoir ces deux méchants-là. On devait avoir même un Supergirl qui allait être dans le film, puis qu'elle allait être du côté à Brainiac au début, puis après ça, ben, Brainiac, elle allait finalement montrer son dégoût envers Brainiac, puis finalement, elle allait être alliée avec Superman. Ben, tu sais, dans le fond, elle aurait tombé en amour avec Superman, puis finalement, ben, elle s'est rendu compte que c'était comme parenté à elle, fait que, bien sûr, on va pas sur ce terrain-là. Fait que c'est un peu une idée de base. Est-ce qu'il y a des idées qui vont être gardées dans le film d'aujourd'hui? On va en reparler un peu tantôt. Mais ça c'était le scénario de départ qu'on avait. Et au prochain podcast, dans l'univers de DC, ben, on va parler là, de qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage de Supergirl. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est un film qui essaie d'être unique, tu sais, je veux dire, de se tenir tout seul. Il essaie pas vraiment d'avoir de lien avec les deux derniers films. Les deux derniers films avaient comme été un peu en lien ensemble, mais ils se tenaient quand même séparés. Ben, c'est un peu ce qu'on va faire vraiment là, avec le film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui vraiment être séparé là, des deux derniers films. On peut l'écouter tout seul ou après les deux derniers. Il n'y a pas de problème. On peut l'écouter après le premier film. On peut l'écouter après le deuxième. Il fait n'importe où. Dans le fond, c'est une histoire comme une autre de Superman. Le but là-dedans aussi, c'est qu'on va rajouter l'effet bande dessinée. Je pense qu'il faut regarder ça comme ça. La logique est très simple, superficielle. On a un ordinateur, puisqu'on a un ordinateur, c'est sûr qu'on est en 1983. C'est quasiment un terme nouveau. Ça ne l'est pas, mais on est vraiment là, dans les débuts d'ordinateur. Fait que c'est quasiment facile là, de passer ça là, en fait de film, dire un ordinateur peut tout faire ou va être capable de faire tout éventuellement. Ben, oui, un peu. On est capable aujourd'hui de faire pas mal tout avec un ordinateur, mais pas juste avec un ordinateur. Ça, on peut le comprendre avec nos yeux de 2020. Dans le temps, ben, on a un ordinateur, puis on est capable de rentrer dans tous les ordinateurs, tout est connecté ensemble. En tout cas, ça, c'est un peu simplifier les choses. Mais si on y met le filtre bande dessinée, c'est pas improbable. Il va y avoir des choses qu'on va se sauver avec, comme Gorman, le personnage là, de Richard Pryor, que lui, tout le long du film, dans le fond, il va être la cause de toutes les catastrophes, puis probablement qu'il est la cause de peut-être des morts, mais à la fin du film, ben, puisqu'il est devenu bon, ben, il ira pas en prison, tout va bien aller. C'est sûr que quand on regarde ça avec des idées de 2020, si on ferait le même film aujourd'hui en 2020, ben, je sais pas si maintenant on pourrait s'en tirer avec ça. Puisqu'il y a des affaires qui sont très claires que, je veux dire, ça passerait pas ou que, il faudrait vraiment mettre là, dans un film vraiment familial. Mais c'est ça qu'il faut pas oublier aussi, que c'est un film de Superman qui est surtout visé à être un modèle pour les enfants. Bon, à quelque part, est-ce qu'on va un peu franchir cette ligne-là aujourd'hui? On va en parler tantôt. Il me semble que je dis souvent qu'on va reparler tantôt de des choses. Mais en tout cas, le personnage, comme c'est ça, c'est un modèle pour les enfants. Fait que quand on met ce filtre-là en face de l'écran, ben, je pense que le film, c'est clairement ce qu'il veut passer à l'écran ou plutôt aux téléspectateurs. Et je comprends que ça pourrait être un problème pour des gens qui regardent le film en tant qu'adultes. Tu sais, on est pas loin de 40 ans après que ce film-là a existé, là, en plus de 35 ans.
bon, il y a des gens qui l'ont écouté comme moi, étant très enfant. Puis on la regarde aujourd'hui, puis on se dit, bon, ben, c'est pas un film qui est pour moi ou pas, ou ça l'est quand même. Mais je pense que c'est important de garder ça en fait de visionnement. Que ce film-là est pas fait pour nous aujourd'hui, il est fait pour nous dans le temps, en 83. Puis ça m'amène à ce que j'ai écouté le film avec mon garçon de maintenant 11 ans. Puis il s'est amusé tout le long du film. Il était quand même capable de voir que c'est un film léger. Bon, au final, ça sera peut-être pas son meilleur des Superman, mais il est quand même capable de voir que c'est un film qui est peut-être plus aligné à son âge ou plus jeune. Alors, le film ouvre avec le personnage de Richard Pryor, Gus Gorman, qui est au guichet emploi. On va apprendre qu'il s'est cherché, dans le fond, qu'il fait juste suivre ce que le gouvernement dit, d'aller se trouver une job, puis que finalement ça marche pas. Fait que là, il redemande de l'assistance à emploi, puis ça fait plusieurs mois qu'il fait la même chose, il est pas capable de garder une job, puis il veut pas garder une job. Puis éventuellement, il va juste se garder là, sur un carton d'allumettes. Qui est comme juste une annonce pour dire de devenir programmeur. Puis, dans le fond, on part avec cette idée-là pour le film. Tu sais, je le sais pas, un carton d'allumettes, on est un film pour enfants, on va voir du monde qui fume dans le film, on va voir même du monde là, qui sont chauds, tout ça. OK, il y a le film pour enfants que j'ai parlé là, dans les thématiques. Ben, tu sais, on part déjà avec cette idée-là en partant. C'est sûr que la vie, il y a des gens qui fument publiquement. On est dans un autre temps, là. Il y a 37 ans à peu près. Fait que, oui, la mentalité est un petit peu différente, puis on n'a pas le même filtre ou protection du gouvernement qu'on a aujourd'hui, là, si on veut, pour garder la distension là, sur les gens qui filment, ils peuvent pas fumer en dedans dans un édifice. Il faut qu'ils fument, je pense, c'est 9 mètres d'une porte d'entrée. T'sais. Fait que c'est toutes ces affaires-là qui étaient un peu différentes dans le temps. Puis la cigarette, c'est ça, en fait, suite en partant, qu'on voit un personnage qui fume, puis que sur son carton d'allumettes, il y a une annonce. C'est juste drôle à voir un peu aujourd'hui comment c'était différent dans le temps, puis que dans un film pour enfants, on voit ça tout de suite. Mais c'est pas fatal. Je suis pas insulté et me dire « Oh mon Dieu, il y a des cigarettes dans un film pour enfants ». C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que à voir comment que le personnage, par contre, va devenir, puis il va comme devenir un bon pendant le film. Puis c'est du cool de fumer, qui va peut-être être un peu le problème de ma génération quelque part aussi, où on fumait beaucoup comme adolescent. Moi, j'ai jamais fumé, mais je voyais beaucoup de mes amis ou du monde à l'école qui fumaient, qui était plus l'image publique du temps. Puis je vois ma fille qui est rendue au secondaire, que je veux dire, les personnes qui fument, il y en a beaucoup moins que dans le temps. Fait que on a d'autres choses aujourd'hui, mais en tout cas, je suis pas là pour juger la différence des temps, tout ça, mais juste pour essayer là, de nous replacer en situation là, dans le temps du film. Fait qu'on a le générique d'ouverture, on a le personnage de Laurelie qui se promène au travers de la ville, puis que tout le monde se retourne pendant qu'elle est en train de se promener dans la ville. Qui fait que il y a plein de péripéties puis toutes sortes de comédies de plans puis de choses qui se produisent à cause qu'elle se promène. Ok, c'est là aussi qu'on se rend compte que on est comme dans la fin de Superman 2 où on avait quelqu'un là pendant que il y avait Zod puis ces deux autres où il est en train de détruire la ville puis qu'il est en train de souffler dans la ville pour détruire une métropolis. Il y avait comme quelqu'un au téléphone, puis il y en avait un qui était en patin roulette, puis c'était juste la comédie ridicule. On voit qu'on continue cette lignée-là avec le générique. Il y a un aveugle qui se fait enlever son chien parce qu'il court après un autre chien, puis il va ramasser une machine là, qui fait des lignes
dans des rues, puis ça va tourner en compte. C'est comme un peu ridicule. Il y a un autre monsieur qui là-dedans, ben, il va tomber dans un trou, puis en tout cas, c'est tout un peu toutes des péripéties qu'on voit. Le fait que Superman aussi va embarquer, ou en fait Clark Kent, il va embarquer un peu là-dedans. Je sais pas si là-dedans j'embarque avec l'idée par contre. Il y a des choses qui se passent, c'est drôle. Ben, en tout cas, c'est drôle. Je me ris vraiment là. C'est comme l'humour enfantin que j'ai passé à côté. Mais, ok, ça reste quand même drôle en guillemets. Mais là, c'est comme je dis, où ce que j'ai plus le problème, c'est que Clark, quelque part, il va empêcher qu'il y ait une tarte qui tombe sur elle. À cause de la veille, en tout cas, tout l'effet domino qu'il y a là-dedans, ben, il va écraser la tarte dans la face d'un autre. C'est là un petit peu ce que j'ai un petit peu de problème avec Superman. Superman, il se pourrait être comme parfait, puis à quelque part, ben, il a foutu une tarte dans la face à quelqu'un d'autre, puis il va s'en sortir à quelque part. Normalement, il serait capable d'empêcher les deux tout au complet. Je comprends que l'idée, c'était juste dans le fond, voir la belle fille passer. Puis que ça soit le même gars qui arrête pas de se faire tout, puis qui mange tous les coups, puis qui en mange un autre à quelque part. Mais là, c'est Clark ou Superman qui cause ça. C'est juste un petit peu une nuance d'idée. C'est léger comme idée, mais je trouve pas ça que c'est pas une bonne idée. L'idée, à quelque part, était pas bonne. C'est juste ça aurait dû être coupé. Pendant ce temps-là, ben, on a une musique qui est par Ken Thorne qui revient du deuxième film. Et on a aussi Giorgio Moroder qui ont travaillé sur la musique du film. Bon, dans la musique d'intro, je sais pas si c'est qui entre les deux. Dans tout le film, on va même utiliser John Williams. Est-ce qu'on a pris vraiment la trame des deux premiers films? Puis aussi de Giorgio Moroder. Je ne sais pas exactement, parce que moi, c'est ce que ça semble. J'ai l'impression qu'on a même la trame de John Williams à des endroits. Puis qu'on a des reprises du deuxième film. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a des nouvelles pièces qui ne fit pas tout à fait avec l'univers Superman. Le tome d'intro du film, pourquoi est-ce que on n'a pas le thème de Superman qui apparaît, qui nous casse les oreilles à plein dans le piton, avec la musique dans le fond? Je comprends pas exactement pourquoi on n'a pas vraiment comme un moment juste spécial dans tout le générique. Je trouve que c'est quand même je déteste pas la manière là, qu'on met les noms dans ce film-là. Même dans le générique de la fin, on va voir qu'ils ont décidé là, de faire un générique un peu plus pensé, puis changer un peu les choses. D'abord, j'ai pas de problème avec ça, mais sauf que quand on met Superman 3, puis le logo de Superman, ben, je pense qu'on aurait dû vraiment arrêter puis vraiment mettre Superman en gros plan. C'est le film, c'est important, je pense, à quelque part, qu'on aurait dû avoir peut-être le thème de John Williams de plein fouet. Puis après ça, ben, repartir avec nos niaiseries par la suite. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'un peu manqué ou raté carrément. Puis par la suite, ben, on s'est assez demandé là, exactement on est dans quoi. Je veux dire, c'est comme tout passe comme n'importe quoi. T'as les noms qui passent, puis après ça, bon, Superman 3, ok, c'est bon. Ça passe pas, là. Je pense pas que ça va bien là, comme introduction. Puis comme je dis, ben, la musique, c'est comme on dirait qu'elle veut comme démarrer, puis elle veut comme arriver au thème de Superman, mais elle y arrive jamais. Même que Superman 3 passe, on dirait que on se dit ah ok on va l'avoir, mais non, on part comme dans une autre direction tout le temps. Fait que je veux dire ça met vraiment là un bémol sur toute la scène. Après ça, ben c'est ça, il y a un vol de banque, puis il y a des policiers qui vont tirer dans la foule, mais que finalement ben ils vont pas pogner la foule exactement, mais ils vont pogner un taxi civil, puis que lui, il va rentrer là, dans une bonne fontaine, puis qu'il va se ramasser plein d'eau. Je sais pas si c'est vraiment possible comme idée, là, avec... que je veux dire, il y a tellement d'eau qui rentre dans l'auto. C'est un peu comme BD, comme pensée, mais... C'est là qu'on a notre introduction là, de Superman. Fait que Superman, comme à petite échelle, tout de suite en partant,
ben, il va sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans son taxi. D'après moi, il y avait une scène coupée à partir de là que il y avait un petit gars qui jouait dans un parc puis qui était envoyé dans un arbre, puis Superman partait de là pour sauver le petit garçon. Ça se voit dans le fond dans les scènes supprimées sur le Blu-ray. C'est bien pour Superman, c'est pour voir que Superman n'est pas toujours en train de faire des grandes choses, mais on commence un film, puis on part vraiment à petite échelle. Superman n'est pas allé arrêter les voleurs, il fait juste sauver du monde, je veux dire, il fait juste sa job de citoyen. C'est correct d'un côté, mais à quelque part, c'est Superman, je peux dire, puis c'est un film. Peut-être commencer ça un peu grandiose, comme dans le deuxième film avec la Tour de Pise. Pas la Tour de Pise, la Tour de Pise c'est aujourd'hui. Je parle de la Tour Eiffel en France. Ben, tu sais, il y avait comme une scène un peu de l'échelle pour Superman. On commence un film, puis tu sais, c'est correct qu'on commence grandiose. C'est un film de super-héros, puis tu sais, il faut le voir faire des grandes choses. Ben, c'est sûr que tu sais, regarde, il sauve des vies, puis c'est ça aussi qu'il faut voir. Quelque chose qu'on aurait pu mettre par la suite, rendu là, tu sais, je veux dire, les grosses affaires, puis après ça, ben, ça termine par quelqu'un qui rentre dans une bonne fontaine, puis Superman le sauve, tu sais. Peut-être plus la manière qu'on aurait dû commencer ça, au lieu de commencer comme à petite échelle. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'on a un réalisateur que lui, il va axer un peu sur la comédie, puis quelque part, ben, on essaie de sauver un peu des frais, puis ça paraît un peu en partant. Là, je me suis embarqué un peu sur Richard Lester. Tu sais, j'ai pas grand-chose à dire contre son style à quelque part, mais à quelque part, est-ce que ça va bien avec le film d'aujourd'hui? Ben, tu sais, c'est comme j'ai dit un peu tantôt, ben, tu sais, ça reste quand même un film, tu sais, le filtre pour film pour enfants. Ça va paraître beaucoup aujourd'hui que, tu sais, vraiment, on met juste, on vire tout un peu en comédie. Puis, pour l'instant, il y a des affaires qui marchent, puis il y a des affaires qui marchent pas. C'est juste avec le générique, il y a des choses qui marchaient pas là, avec le comportement à Clark. Mais comme réalisateur, tu sais, comme j'ai dit là, au dernier podcast sur Superman, ben réalisateur, je l'ai vu, comme je le connaissais plus théoriquement, même si j'ai vu plus le film d'aujourd'hui puis de Superman 2. Ben lui il avait fait les deux premiers films là, des Beatles, puis je dirais que même le deuxième film Help, je veux dire, j'étais un grand fan de ce film là. C'est un film que j'ai vu quand même assez souvent, puis que j'aime beaucoup l'humour dans ce film là. Ben c'est correct pour le film des Beatles, ça l'embarque bien pour eux autres, mais dans Superman 2, ben tu sais, ça rajoute quelque chose d'autre. Je suis pas nécessairement contre, comme j'ai dit, mais il faut savoir mettre les bons gags aux bons endroits. Puis il y a des gags qui ne fit pas tout à fait quand on connaît le personnage de Superman. Mais on va se rapporter quand même avec l'idée que Superman, c'est qui à l'époque en 1983? Oui, c'est une bande dessinée, puis oui, il y avait au-dessus de 50 ans dans le temps. OK, c'est bon, tout ça, je comprends ça. Il y avait quand même beaucoup de bagages en arrière de lui, OK, mais ça restait quand même que Superman, c'était un produit de la télé aussi des années 50, mais on était rendu 30 ans après ça, fait que la génération d'enfants n'avait pas vu ça, théoriquement. Et puis, tout ce qu'on connaît aujourd'hui en super-héros, ben, tu sais, aujourd'hui, on a quelque chose comme Wikipédia, on a Google, tu sais, on est capable d'avoir tout accès à ça facilement, fait que c'est très facile d'avoir toutes les connaissances sur les super-héros. Mais si on recule en 1983, on parlait pas du tout de la même affaire. C'était un super-héros qui était en train de changer tout tranquillement, mais c'est tout. Oui, on avait Hulk à la télé, puis on avait eu une couple d'autres shows qui étaient passés. On avait Batman 66 aussi, qu'il y avait mis le côté humour aussi à l'avant. Puis c'est ça aussi qu'il faut pas oublier quand on s'en remet en 1983 avec Superman 3. Avec la première apparition de Superman, ben, moi, je sais pas si c'est moi, là, mais
La suite à Superman, je la trouve un petit peu plus cheap. On dirait qu'il y a quelque chose pourquoi ils n'ont pas pris la même suite des 2 derniers films. Je le sais pas tout à fait, mais en tout cas, moi, dans mon écran, c'est peut-être juste la qualité du film ou le transfert qui était fait différent, mais je trouve qu'elle a de l'air moins coûteuse, si on veut, elle a de l'air vraiment plus cheap. Il n'y a pas de manière de mettre ça. Fait que tout le montage de l'introduction termine avec un plan où on arrive à comme une école où il y a Gorman qui est en train d'apprendre à programmer. Puis moi je me dis, ben, encore pour faire une analogie à James Bond, ben, je me dis que c'est Gonzalez, un tueur de sang-froid qu'on avait vu 2 ans ou 3 ans avant ça, dans le film For Your Eyes Only, qui est en train d'apprendre à Gorman comment être programmeur. Fait que c'est sûr que ça finira pas bien. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Fait qu'on se ramasse au Daily Planet, puis là, ben, on a nos personnages obligatoires là, de Jimmy, de Perry White, puis de Lois Lane, et bien sûr Clark Kent, qui sont rassemblés là, dans le bureau de Perry White. Dans le fond, c'est comme obligatoire à quelque part. On est dans un film de Superman, puis il faut comme revoir un peu les bases que Clark c'est un reporter ou un journaliste. On va avoir comme une petite histoire de fond qui va nous suivre un peu tout le long du film avec la passe du bingo qui est tirée ou ben, c'est comme quelqu'un qui gagne un voyage, puis ça va comme tout suivre un peu tout au long du film. Ça, c'est comme pour donner une histoire juste de fond, dans le fond, qui va revenir plus comme dans la tempête un peu plus loin. Il y a JB qu'on avait vu là, dans le générique d'ouverture, puis qu'il n'a pas pris de photo de Superman, fait que il va être envoyé à faire d'autres choses avec Clark, que lui a été invité à Smallville pour les réunions là, de classe. Puis que dans le fond, il veut juste. Il va utiliser ça comme pour faire un reportage à partir de là. Il y a Lois Lane, ben, comme j'ai dit, elle est au début, puis on lui a trouvé une raison pour quasiment quitter le film. Ben, elle va aller aux Bermudes pour tout le film. Alors, on se ramasse avec Clark et Jimmy qui sont dans un autobus pour se diriger vers Smallville. Puis, il y a un genre de feu qui est déclenché là, dans une usine, puis qui va être un peu, dans le fond, bouclé avec la scène de fin, ben, tu sais, la finale du film. Puis c'est là où on voit Superman faire quelque chose à grande échelle. Si on l'avait pas vu au début, ben c'est là qu'on nous l'ait présenté, là, Superman là, qui fait des choses grandioses. Il y a le feu qui prend de l'expansion puis qui vire hors de contrôle. C'est là qu'il faut comprendre aussi en dedans qu'il y a des acides qui peuvent devenir nucléaire, ou en tout cas ça peut faire des gros dommages. Fait que Superman, ben il va aller geler un lac, puis il va amener l'eau directement pour régler le problème. C'est pas tout à fait logique à quelque part qu'il y a juste comme une mince couche d'eau qui tombe sur l'usine, puis tout est réglé. Ben, il faut comprendre que il est capable de le faire. Peut-être qu'il a fait plusieurs voyages. Puis en même temps, ben, si on met le filtre bande dessinée par-dessus, ben, ça marche. C'est tout. C'est sûr que je vais le dire souvent un peu aujourd'hui, mais ça marche quand on met le filtre bande dessinée. Puis ce qui est pour la scène, la globalité, on a Superman qui se change dans une voiture de police. On a toutes les bases. Ça fait la deuxième fois qu'on voit que Clark Kent doit se changer en Superman. Puis il y a JB qui se blesse là-dedans. On voit Superman faire ce qu'il fait de mieux. Dans le fond, c'est sauver du monde puis s'arranger de faire tout grandiosement. Ben, moi je trouve que c'est une belle scène pour partir toute. Puis probablement, ben, quelque chose qui a quasiment coûté le plus cher à faire là, dans tout le film. Mais c'est là que le film fait une drôle de tournure. C'est pas que j'ai vraiment quelque chose contre le film, mais là, on est vraiment embarqué dans le film. On se ramasse à Smallville là, dans la réunion là, de 1965, là, de la classe de 65. Il y a en arrière, ben, on a les Beatles là, qui jouent en arrière avec un cover d'une tune de Chuck Berry. Puis c'est là qu'on a l'introduction là, du personnage de Lana Lang, de son ex-chum ou le père de son enfant. C'est pas tout à fait clair là-dedans. Il y a Brad qui est là, que lui, dans le fond, c'était le chum de Lana qu'on avait pu voir même dans le premier film de Superman. On fait un lien avec ça.
Là-dedans, quelque part, on va apprendre aussi que Lana a un enfant qui est comme mère monoparentale. Clark et Lana, on va voir qu'il y a une chimie entre les deux. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir quand même le personnage de Clark, comment que il va avoir, Christopher Reeve va agir différemment que quand il agit avec Lois Lane. Il est le même Clark, mais il est le Clark de avant Superman. Il va comme rechercher autre chose. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans toutes ces scènes-là. On dirait que Lana, elle va le chercher à quelque part, que Lois Lane, je pense qu'elle n'a jamais été le chercher vraiment. Puis je trouve que ça a l'air d'être plus vrai comme amour à quelque part. Il a l'air d'être plus intéressé par Lana qu'il n'a jamais été avec Lois Lane. Peu importe qu'est-ce qu'on nous montrait à l'écran là, dans les 2 premiers films. Qu'est-ce qu'on fait avec Lana Lang? Je trouve qu'on va chercher quelque chose de différent avec avec Christopher Reeve. Est-ce que ça va aller un petit peu loin? Puis ça va-tu commencer à me tomber ses nerfs un peu? Je dirais que oui, ça par contre, à quelque part, on va nous introduire au personnage de Ricky, qui est l'enfant de Lana. On va se ramasser à un allée-quille, puis il va voir quand même montrer que c'est un bon gars, puis il est capable de comme un peu s'en occuper. Ils vont aller faire un pique-nique le lendemain. Puis je me dis, OK, il y a une rencontre de classe de 65, OK? Bon, on est au genre quelque chose comme au 20e anniversaire de ça, je sais pas trop exactement quand. OK, c'est bien le fun, mais quand est-ce que ça arrête cette réunion-là? Bon, il y a le après. Faut croire, puis on voit pas Clark nécessairement vouloir faire un reportage comme qu'il disait au début. Puis c'est vrai, au travers de ça, Lana va dire que la mère à Clark est décédée. Je veux dire, c'est juste une ligne qui passe, mais il faut l'avoir entendu. Mais dans tout ça, même faut avoir compris que Lana elle veut rien savoir de Brad. Puis dans quasiment toutes les scènes, Brad il se pointe, puis dans le fond, il faut pas l'aimer. Il va remplacer un petit peu le personnage qu'on avait eu juste dans une scène, le gars là, dans le restaurant, mais honnêtement, je pense qu'on le fait mieux dans le film d'aujourd'hui. Le personnage, on l'aime pas, puis même à la fin du film, on va régler son compte, en guillemets, une fois pour toutes. Là. Mais je pense qu'on va avoir mieux fait ça dans le film d'aujourd'hui qu'on va l'avoir fait là, dans le film de Superman 2. Mais je vais en reparler tantôt, rendu à la fin. Là, dans les scènes qu'on voit ici, Superman, il fait jamais d'attaque physique ou se défend pas. Il n'y a rien de physique qui se passe avec Brad et Clark. Mais il faut juste comprendre que Brad, c'est un con, puis qu'on n'est pas supposé de l'aimer, puis ça passe très bien à l'écran. C'est un Soulon, puis il est pas capable de s'occuper de ses affaires. Il va y avoir le pique-nique, à quelque part que Ricky va se blesser, puis que Superman va apparaître au travers pour sauver Ricky. C'est correct, mais comme j'ai dit, c'est comme tout un petit peu à petite échelle. On est à Smallville aujourd'hui, on n'est plus à Metropolis, on n'est plus dans la grande ville. On est à Smallville, tout est plus petit. Ça y va un petit peu avec l'idée. Faut comprendre que dans toutes ces scènes-là, c'est pour comme forcer un peu un rapprochement entre Clark et Lana. Mais on va laisser ça à ça par la suite. À partir de là, ça va plus être Gorman puis les Ross qui vont prendre le contrôle du film. Les Webster, excusez. Ross, qui étant le grand méchant ou en étant le propriétaire là, de la compagnie Websco, lui, comme tout grand chef de grande entreprise, il est là pour faire de l'argent et de prendre le contrôle du monde. Il va chercher un plan pour pouvoir prendre le contrôle de tout. C'est là où il va avoir le personnage là, de Gorman par Richard Pryor, qu'il va rentrer en cause dans l'histoire. Gorman, que lui, après avoir reçu son premier chèque de paye, qui était supposé être 225, puis quand il a enlevé l'impôt, il y a eu 143,80 sous, puis des milliers... ou des centaines de fractions de scènes, lui, il est capable d'aller fouiller dans l'ordinateur puis aller chercher les fractions de scènes pour se faire une grosse paye là, de 85 789,90 $. Fait que ça passera pas inaperçu par le comptable de Ross. Fait que lui, il va chercher ça. Il va se dire, la personne qui a fait ça, on n'est pas capable de la retracer parce que c'est des ordinateurs, mais
à quelque part, ben, Gorman, il est assez comme nono pour arriver le lendemain avec une Ferrari. Puis, tu sais, vraiment, il est en train là, de se pointer que lui, il est parti avec l'argent. Tu sais, c'est très comédique. Tu sais, on rit de ça, là, mais c'est pas mal nono là, du personnage là, de Gorman de faire ça. Fait que ça l'amène Ross à l'appeler puis dire ben, regarde. Je peux t'envoyer à la police ou tu peux faire quelque chose pour moi. Si t'es capable là, de fouiller dans mon entreprise, ben avec un ordinateur, t'es capable de faire tout. Puis Ross, ben lui, il veut prendre le contrôle du café. Fait que il va dire là, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre un satellite là, du nom de Vulcain. Puis là, ben moi je me suis dit, ben, quelqu'un il dit, tu sais c'est quoi Vulcain? Je me suis dit, je te gage, ils vont peut-être faire une blague sur Star Trek, mais finalement, ben on n'a pas de blague sur Star Trek. Mais c'est un satellite qui peut faire que la température va mal aller. Puis dans la même scène, ben, on avait eu comme à l'introduction aussi, là, proprement, là, de la sœur de Ross, Vera, qui a jamais l'air d'être de bonne humeur. Puis, juste en contrepartie, ben, on a la belle Laurelie, qui est aussi là, qui fait partie là, de l'équipe à Ross. Fait qu'il faut comprendre que ça, c'est comme nos trois machins, puis que, à quelque part, Gorman est apporté là-dedans, puis il est pas tout à fait à l'aise. Mais quelque part, ben, c'est pas quelqu'un qui est vraiment correct là, dans sa vie. C'est un voleur. Puis dans le fond, il veut s'en sortir de ça. Fait que Gorman va être envoyé en infiltration, en guillemets, dans un des centres de Websco. Puis à Smallville, comme par hasard. Puis Brad, c'est le gars de la sécurité de nuit. Mais c'est ça, on sait que Brad, il est alcoolique. Fait que Gorman arrive avec tout son alcool. T'sais, c'est un film pour enfants, quelque part. T'sais, mon garçon de 11 ans comprenait toute cette idée-là. Puis même moi, je pense à 3-4 ans, je comprenais un peu le principe. Mais je sais pas. De mémoire, c'était peut-être pas tout à fait bonne idée dans le film. Puis je sais pas. C'était peut-être quelque chose qui était pas qui avait pas sa place dans le film d'aujourd'hui. Mais encore là, ben, ça fait genre un peu plus de 35 ans. Là, fait que exactement mes pensées à l'époque sont floues. Je ne vais pas dire que je me rappelle exactement ce qui se passait là, dans le temps. Là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Gorman, il va réussir à saouler Brad pour finalement embarquer là, dans le système. Puis je veux dire, c'est vraiment là, simple comme affaire. Je suis même pas sûr que dans ce temps-là, tu pouvais faire ça aussi simplement que ça. Pour entrer dans un système, bon, ok, c'est évident là, qu'il ne pouvait pas faire ça aussi simple. Je sais pas ce que je suis en train de dire exactement que c'était aussi simple. Puis ce que je veux dire, c'est qu'avec un seul ordinateur, on peut faire toutes sortes d'affaires dans une affaire. Puis qu'il n'y a pas plus de code pour rentrer là, dans d'autres ordinateurs. Tout ça, c'est de l'humour, c'est la pensée de bande dessinée. Je le répéterai pas assez souvent dans le film. Je pense qu'il faut se mettre ça dans la tête. C'est primordial qu'il faut comprendre ça. Puis je pense qu'on peut voir mieux le film quand on se dit ça. Fait que à partir de là, ben Gorman il est capable de pirater des guichets automatiques. Il va avoir un trafic, des trafics là, dans les rues de Métropolis, puis que les lumières marcheront pas. Puis finalement, ben, il va avoir même les panneaux là, qui disent marcher, pas marcher, arrêt, tout ça. Ben, que les bonhommes vont commencer à se battre. Bon, ok, j'ai écouté le commentaire, puis ça a l'air que ça avait fait réagir du monde à l'époque. Mais tu sais, honnêtement, j'en ai comme un peu rien à foutre. Ça va avec l'esthétique qu'on nous a montré aujourd'hui. Puis si on met le filtre bande dessinée, ben moi je trouve que ça passe assez bien. Plus, je pense, le problème de tout ça, ben c'est l'alcool. Tu sais, ok. Je veux dire, je suis un adulte, puis tu sais, je peux comprendre tout ça. Mais tu sais, en se mettant comme un enfant, ben tu sais. L'alcool, ok, puis là, je suis pas là pour en train d'avoir des jugements ou n'importe quoi, là. Je veux dire, puis je suis pas là pour passer un message du tout. Il y en a pas, ok? Mais, je me dis, on monte l'alcool pour un enfant que, je veux dire, c'est juste bien drôle. Oui, c'est drôle quand on est chaud, tout ça, mais je le sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut montrer dans un film pour enfants? Je suis pas certain de ça. Puis, comme j'ai dit, ben, c'est aucun jugement sur l'alcool, tout ça. C'est juste, je dis ça, je sais pas si ça a sa place dans le film d'aujourd'hui.
Fait que Gorman, ayant réussi à faire une tempête en Colombie, je sais pas s'il va y avoir des personnes qui vont avoir décédé de ça. On va avoir vu une église quasiment toute s'effondrer, puis il va y avoir des pierres qui vont avoir tombé sur du monde, tout ça. On peut voir qu'il marche encore, mais je le sais pas. T'sais, rendu là, on voit juste une église. Budget veut qu'on voit juste une église, qui est un endroit où ce que les personnes qui avaient gagné le tirage au début là, au Daily Planet, ben, où ils se sont mariés, puis c'est ça, il y a comme un petit lien avec ça. On voit quand même que Webster est content de ça parce que finalement ça marche, qu'il y a eu des dégâts en Colombie, puis que c'est lui qui va avoir tout le contrôle total du café. Mais Vera, ben, elle va couper la télé de court. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que Superman est arrivé par la suite. Ça va tout être dit par Gorman après ça. Que Superman est arrivé puis qu'il a tout inversé toute la situation, tout est bien beau puis tout va bien, puis tu sais il faut pas oublier, c'est ça je l'ai tout le temps en arrière de ma tête puis j'en parle pas, mais quand j'écoute le film avec mon garçon, ben des fois il sort des affaires puis je me dis bon ben ça doit être évident rendu là, il y a pas juste moi qui pense à ça, mais mon garçon il m'arrive, il dit bon ben quelque part s'il y a un problème, ben tu sais il y a juste à virer la terre de bord puis on va régler le problème. OK, il faut pas penser à ça. Exactement. Il faut pas penser à la fin du premier film ou la fin du deuxième film, de la manière qu'on regarde ça avec la version de Donner. Mais Superman est arrivé, puis il a arrangé la tempête, puis il n'y a pas de problème. Fait que ce qui fait que Webster, il se dit, bon, ben, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, ben, il va falloir planifier avec Superman, puis là, on n'est pas capable de tasser Superman l'équation. Fait qu'il va demander à Gorman de régler le problème de Superman. Ça, c'est tout dit là, dans une scène où sont en haut de la bâtisse à Webster, puis il y a comme son réseau de ski à lui personnel. C'est sur le haut d'un édifice. Bon, dans le fond, c'est juste drôle à voir quelque part. Moi, j'aimerais bien savoir ça. Quelque part, je fais pas de ski du tout, mais en tout cas, je veux savoir ça tout seul. C'est quand même assez drôle. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être la vraie neige à terre. C'est sûr que c'est quelque chose qui a été mis par-dessus. Ils n'ont pas construit ça. Puis à terre, ben, ça a l'air d'être plus du sable que de la vraie neige. Là. Alors pourquoi qu'ils sont habillés en froid? Ça n'a pas de sens parce que quelque part, il fait chaud à côté. Là, ça aurait fondu. Fait que je suis vendu avec l'idée que c'est pas de la vraie neige. C'est correct, mais ils n'ont pas besoin d'être habillés en froid. Fait que c'est juste ça que je me dis. Ça finit un peu avec une comédie où ce que Gorman il va passer tout droit avec les skis. Ça, c'est ce que je me dis aussi. Que j'aimerais bien savoir mon propre allée de ski à moi-même, mais quelque part en haut d'un édifice, mais si tu passes tout droit un peu, tu vas peut-être tomber à ta mort. Ça a l'air que le Gorman qui tombe de l'édifice, ça a l'air que c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment filmé. C'est pas quelque chose qui était un trucage de caméra. Mais en tout cas, je trouve ça quand même pas pire à quelque part qu'on a fait ça. Je veux dire, il devait avoir des bons matelas en bas pour retenir la personne. Mais je sais pas si ça a sa place. À ce que ça avait pas sa place, puis je suis entièrement d'accord avec ça. Ça met un peu d'emphase un peu sur le personnage de Gorman, qui est comme, à chaque fois qu'on voit Gorman, ben tu sais, il y a comme un punchline, là, à la fin, ben, il y a un punch, puis ça le met sur le pied égal à Superman, qui quand normalement, ben, ça devrait être Superman qui a toutes les punches du film, ou au pire, son grand méchant adversaire. Ça devrait être plus ça. Là, on est en train de construire Superman versus Gorman. Quand peut-être qu'on aurait dû plus forcer l'idée de Superman versus Webster. Fait que Gorman, il va programmer de la kryptonite. Il va avoir fait des recherches dans le système, puis savoir comment c'est quoi que la kryptonite est composée. Dans le fond, ils ont trouvé à 99,43% des choses qui composent la kryptonite. Puis le 0,57% inconnu, ben on va l'avoir remplacé par du goudron. En tout cas, c'est juste avec ce 0,57% là, ben
ça va changer toute la donne. Il va y avoir une scène où Superman va être rappelé à Smallville par Lana pour la fête à Ricky. C'est une scène qui, dans le fond, qui montre que Gorman est plus imposant que Superman, parce que Superman, à part la scène de l'usine en feu, puis quand il a sauvé le petit Ricky dans les champs, il fait pas grand chose à part de ça, mais ça va être une scène un peu décisive où ce que Gorman va y remettre une fraction une pierre de kryptonite fabriquée en laboratoire. Puis tu sais, pourquoi est-ce que ça aurait été vraiment de la kryptonite? Ça l'aurait comme affaibli Superman directement sur le champ, tu sais. Fait que ça marche pas. Puis en même temps, je me dis, pourquoi avoir donné un morceau tout croche de même, puis pourquoi est-ce que c'est resté vert, quelque part, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il faut comprendre que c'est de la kryptonite aussi, là, mais peut-être que ça aurait dû être de la kryptonite noire, quelque chose de même, ou ça aurait dû être déguisé quelque part, je le sais pas. Puis en quelque part, ça aurait dû être sous une autre forme. T'sais, je veux dire, il aurait dû la sculpter puis que ça ait l'air d'autre chose là, plus que d'un morceau de pierre. Parce qu'à quelque part, j'imagine que Superman, à quelque part, il l'a comme jeté tout de suite par la suite à partir de là. Ou peut-être que dans la forteresse de solitude, que théoriquement est encore là, peut-être qu'il y a une salle de trophées ou de médailles ou de choses que le monde y donne. C'est bien possible. Mais il faut pas oublier que la kryptonite ne tue pas Superman. La kryptonite affaiblit Superman. C'est vraiment deux choses. Dans ce film-là, ok, en même temps, ils savent pas exactement qu'est-ce que la kryptonite fait. Je parle de Webster et Gorman, ils savent pas exactement qu'est-ce que ça fait. Il y a Gorman qui va appeler Webster puis il va dire regarde, ça n'a pas marché, ça n'a pas tué Superman. Puis là, Webster va y répondre je te demande une simple petite affaire du rien du tout de tuer Superman puis t'es même pas capable de faire ça. C'est comme ridicule carrément là. Mais c'est ça, ça fait rire un peu comme idée. Mais ça l'a peut-être pas tué, mais cette kryptonite-là, elle va l'empoisonner. Puis ça va faire un peu que Superman va devenir comme quelqu'un d'autre pour le deuxième acte. Puis je pense que c'est là où le film devient quand même un peu plus intéressant. Pour ce que ça devient, Superman va prendre une tournure assez sombre. Il va y avoir une scène où on va avoir Lana et Superman, puis que dans le fond ça devient un petit peu peut-être plus vraiment enfantin là. Il y a comme un sous-entendu que Superman pourra faire des choses pas très très enfantins avec Lana. Puis elle va avoir un appel pour aviser Superman qu'il y a un accident sur le pont puis qu'il y aura peut-être besoin de Superman. Finalement, Superman va dire moi j'ai tout mon temps, normalement j'arrive tout le temps à temps, fait qu'il n'y a pas de problème. Finalement, il va arriver en retard. Puis ça va jouer dans sa tête. Puis il va aller se promener en Italie. Puis il va redresser la tour de Pise. À quelque part, je me dis peut-être que la tour de Pise, elle devrait être redressée. Je pense que c'est quelque chose qu'on a essayé de faire dans le temps aussi. De la remettre droite parce que tranquillement, je pense qu'elle est en train de tomber. Puis à quelque part, il faudrait peut-être la redresser pour être sûr qu'elle tombe pas. En tout cas, ça, c'est autre chose. Je me dis, il a peut-être rendu service. Et quand il voulait juste pas rendre service, dans le fond. Fait que naturellement, Webster va allumer, il va dire finalement, la kryptonite, ça l'a pas tué, mais ça l'a fait virer que quelque part, il se rebelle un peu contre tout. Fait que lui, Webster, après le café, il se dit je vais me lancer dans quelque chose de plus gros, le pétrole. Puis il va ordonner à Gorman de rentrer dans toutes les stations de pompage de pétrole, qu'ils vont arrêter leur production. Fait que ça va être Webster qui va prendre le contrôle du marché. Mais en échange de ça, Gorman va demander à Webster, est-ce que tu peux me fabriquer un ordinateur, c'est comme ça que je vais te payer. T'sais, à quelque part, il ne demande pas de l'argent, il veut comme un super ordinateur. Fait que ça reste à ça pour là. Mais c'est là qu'on a l'idée pour la fin du film. Là, dans l'arrêt des stations de pompage là, pour le pétrole, il y a les bateaux sont demandés à retourner à bon port. Puis, à quelque part, il y a un bateau de pétrole qui doit arriver à Metropolis. Puis il dit regarde-moi, peu importe ce qu'on me dit, moi je m'en vais là. Fait que Laurelie, elle va être envoyée pour séduire Superman. Puis de faire que le bateau va perdre tout son pétrole.
Là, en fait de temps, je pense que ça marche pas tout à fait. Si, mettons, pendant la nuit ou le jour, il y a Superman qui est envoyé pour faire le trou là, dans la coque du bateau, puis que le bateau perd tout son pétrole dans l'océan. Après ça, il va retourner voir Laurelie. Tu sais, je me dis, OK, la première scène... c'était pas très très enfantin comme idée, puis ça fait virer Superman dans des endroits qu'il devrait pas aller normalement. C'est la deuxième scène, je trouve qu'il est vraiment pas dans le bon film, là, rendu là. Je trouve que ça n'a pas sa place. Pendant ce temps-là, Lana et Ricky arrivent à Metropolis parce qu'à quelque part, elle voulait plus rien savoir de Brad, fait que elle s'est dit, bon, garde, je vais partir à Metropolis. Puis comme par hasard, ils sont en taxi, puis ils sont à la même endroit que Superman. Que Superman, lui, il est dans un bar, il est en train de boire. Encore un genre de quasiment un double message. C'est le fun de prendre de l'alcool, mais Superman qui prend de l'alcool en ce moment, il est en train de virer tout croche. Bon, c'est peut-être ça l'idée, de l'alcool, on en prend, c'est bien le fun, mais après un bout, on vire... de l'autre côté. En tout cas, je sais pas là tout à fait exactement qu'est-ce qu'on pousse comme idée. Mais ce que je remarque, c'est que la suite à Superman, elle s'assombrit de plus en plus, elle devient comme plus sale. Puis c'est drôle parce que quand on écoute ça avec l'ère d'aujourd'hui, quand on regarde la suite à Henry Cavill qui va faire Superman là, qu'on a aujourd'hui, la suite à Superman elle est pas mal dans les mêmes tons qu'on a dans ce film-là, ou peut-être même avant ça, on a Brandon Routh qui va reprendre le Superman d'aujourd'hui, dans le fond, qui va prendre le rôle à Christopher Reeve là, dans les années 2000. Puis que justement aussi, le rouge est plus foncé, puis il est dans les mêmes tons un peu. J'ai pas un comparatif un à côté de l'autre, mais les tons se ressemblent beaucoup. Mais la suite au Superman là, d'aujourd'hui, est beaucoup plus claire, est vraiment plus pastel que dans les autres films. Là, mais je vais essayer de me faire une note là, pour en reparler quand on va parler du retour de Superman ou l'homme d'acier, une fois qu'on va parler de ces films-là plus tard l'année prochaine. Fait que Ricky, en voyant Superman, il va être un peu comme notre subconscient, un peu qu'est-ce qu'on veut dire à Superman, à quelque part, prends-toi en main, puis t'es capable de te reprendre en main, cette force-là, tout ça. Fait que ça va comme y jouer dans la tête, puis finalement, il va arriver là, dans une cour à scrap, puis il va comme se diviser en deux. Dans le fond, c'est probablement comme une bataille dans sa tête, mais que là, on le met juste à l'écran. Il va avoir Superman contre Clark, dans le fond, son bon côté puis son mauvais côté. Moi, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, à quelque part. C'est peut-être comme une forme qu'on a le personnage de Bizarro, puis on a Clark, dans le fond. Ouais, c'est comme ça là, que je vois ça là, depuis un certain temps. Puis je trouve, tu sais, Bizarro, qui est un personnage qui est Superman, mais bizarre. Moi, c'est comme ça un peu, je vois ça. C'est une manière là, d'amener le personnage dans cet univers-là, mais en le gardant comme terre à terre, en guillemets. La bataille dans la cour à scrap, je pense que c'est peut-être le plus haut point du film. À quelque part, on a Clark contre Clark ou Christopher Reeve contre Christopher Reeve. C'est-tu le Clark qui est maladroit? Pas exactement. Je trouve que c'est comme un peu le Clark de Smallville. Mais il a pas l'air trop à savoir quoi faire exactement. Il est comme un peu perdu. Puis on voit aussi Christopher Reeve agir comme un Superman méchant. Puis je trouve que toute la performance de les deux personnages, c'est tout Christopher Reeve qui réussit à nous vendre l'idée. Puis c'est pas juste ce qui se passe physiquement, c'est vraiment la performance de l'acteur qui fait que la scène est crédible, puis que je pense que c'est vraiment le top du film. Il y a juste un peu la manière que ça va terminer, là, que Clark va étrangler l'autre. Je suis pas trop certain de ça, là, à quelque part. Là, je trouve ça peut-être un peu sauvage. Mais à quelque part, ça doit terminer d'une manière. Il y a plusieurs affaires qu'on voyait au travers de ça. Il y a le compresseur où ce que Clark il est envoyé dedans. Puis je trouve ça quand même assez pas pire. C'est
c'est bien fait. Je me dis, c'est sûr que c'est pas tous des morceaux de métal à quelque part. L'acteur peut pas être coincé dans des affaires. C'est juste que j'essaie de comprendre, est-ce que c'est des cartons, les affaires de même qui ont toutes été peinturées. Je trouve que les effets visuels ils sont réussis dans ces plans-là. Ou la manière qu'ils ont fait ces effets-là, je trouve qu'ils ont bien réussi les affaires. Puis ça, c'est pour quand même la généralité du film. Il y a des plans là, quand Superman vole, tout est quand même assez bien réussi pour la globalité. Oui, il y a des choses qui marchent pas tout à qu'on voit là, comment ils ont fait les effets. Là, ça, c'est tout le temps là. Même aujourd'hui à l'ordinateur, il y a des plans qui sont pas réussis. Puis dans le temps aussi, il y a des affaires qui étaient réussies puis des affaires qui étaient pas réussies. Puis c'est sûr que vers la fin où ce que Superman va voler puis avec les missiles, tout ça, il y a des affaires qui sont ratées là-dedans. Puis je pense que c'est plus dans cette scène-là qu'il va y avoir des ratés. Mais pour la globalité, quand Superman vole, pas mal tout est convaincant quelque part. Mais il y avait le générique d'ouverture aussi que souvent, il y avait un embrouillage dans l'écran aussi pour probablement cacher des affaires aussi. Mais ça, je suis capable de vivre avec ça. Le visuel du film, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Je trouve qu'en général, à part la soute à Superman, je trouve que depuis le début du film, là, j'ai aucun problème. Puis toute cette scène-là, dans la cour à scrap, toutes les attaques qui se font entre les deux, t'as les pneus qui sont lancés sur Bizarro, ou en tout cas le mauvais Superman, qui lui va tout détruire juste en s'étirant un peu. Puis il y a un aimant qui va tomber sa tête à Clark. Il y a comme un broyeur de voiture, puis ça va être là où pas mal tout va terminer. Je veux dire, ça a l'air comme tout un peu menaçant à quelque part, où on va peut-être penser que Clark va être envoyé à être broyé au complet, puis finalement, il va défoncer un mur, puis il va étrangler Superman. C'est là que je trouve juste un petit peu sombre un peu, je veux dire, ça finit un petit peu cru, mais c'est là qu'après ça on retrouve notre Superman qu'on est très familier avec, puis là la musique de John Williams va partir de plein fouet, puis Superman est redevenu le bon Superman, puis il va réparer ses dégâts, il va aller sur le bateau, puis ramasser tout le pétrole qui était déversé, puis il va renvoyer dans le bateau. C'est un peu douteux de la manière que ça peut être si facile que ça. Mais c'est Superman, il est capable de faire ça. C'est plus facile de faire ça que faire le tour de la Terre puis réparer les dégâts. Je me dis juste, le pétrole, à quelque part, à quel degré que c'est inflammable, je le sais pas, avec les lasers à côté, je sais pas, en tout cas. On se posera pas cette question-là, parce que on a le filtre bande dessinée qui empêche que ça pogne tout en feu. Fait que Superman, il va retourner pour aller trouver Laura Lee. Faire quoi exactement? Peut-être pour trouver exactement c'est qui est en arrière de tout ça. On ne sait pas exactement tout à fait. Là, d'après moi, c'est pour ça. Une fois qu'il va arriver sur place, Vera va y avoir laissé un message pour y dire où est le grand repère des machins. C'est où ce que l'ordinateur a été construit. Alors, Superman va partir vers le repère. Puis là, de l'autre côté, on va avoir vu le fameux ordinateur. Puis ce qui est dans le fond quand même assez pas pire comme construction. C'est comme un. Ça a été construit sur un plateau, le plateau de 007, où on fait des grosses productions pour les James Bond. Bon, c'est pas immense comme que certaines scènes dans les James Bond ont été filmées dessus. Je comprends pas pourquoi on avait besoin de si gros que ça, mais quand même, j'aime quand même tout ce point-là de production, où ce que je veux dire, on a construit quelque chose de quand même un petit peu assez complexe. Ça reste juste quand même tout enfermé, ça reste comme claustrophobe quand même, mais juste regarder comment ils ont construit le super ordinateur, puis qu'ils ont tout quand même des endroits, tout en haut, puis il y a un rayon en bas. Je veux dire, j'aime quand même ce côté-là de production. J'aime bien ça un peu l'ordinateur. Puis juste voir comment ils ont quand même travaillé pour faire quelque chose. Il aurait pu faire autre chose, puis juste mettre un matte painting, là, qui est juste
un dessin dans le fond, puis qui ont comme surimposé par-dessus, puis les mettre en haut, puis faire un plus grosse affaire. Mais là, ils ont choisi quand même de juste construire l'affaire, puis que ça reste dans un endroit où ce que il y a de l'air plus réel, puis moi je trouve ça correct. Dans le fond, avoir construit un super ordinateur qui est gros comme un édifice, ça aurait été un petit peu ridicule. Ben, pas que c'est pas ridicule le gros ordinateur, quand même la grosseur de l'affaire, mais j'aime quand même là, tout ce qu'on a comme visuel sur l'ordinateur. Fait que Superman, lui, en chemin vers là, il se fait envoyer des missiles par Webster directement. Ça devient un jeu vidéo. C'est quand même assez intéressant là-dessus, mais je trouve que quelque part, c'est comme si on a manqué de budget quelque part, puis on a fait des graphiques qui ont dû coûter des sous à faire. Parce que, tu sais, même dans les jeux d'arcade à l'époque, il n'y avait rien qui ressemblait, qui approchait ça. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment pas ça à l'époque. Puis de voir ça visuellement, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, ça a dû coûter cher à quelque part juste pour faire ces graphiques-là. Ça paraît vraiment le fun à jouer quasiment comme jeu. Mais quand on voit vraiment Superman en train d'esquiver les missiles, ben c'est là où le visuel est so-so. Ça sert plus à distraire Superman pendant qu'il y a un gros missile qui va le pogner dans le détour. Pourquoi que c'était pas un missile nucléaire rendu là, mais peu importe, on sait bien que c'est probablement pas ça qui est capable de tuer Superman, même si y a la grosse bombe éclate à côté de lui. Ça fait juste l'envoyer puis juste le sonner un petit peu, puis il n'y a pas de problème. Fait qu'il se ramasse en face du super ordinateur. Le super ordinateur va scanner Superman pour trouver exactement quoi qui peut tuer Superman. Puis ça, il faut savoir aussi que ça vient de la tête à Gorman. C'est pas Webster qui l'a fait, c'est Gorman qui a programmé l'ordinateur. L'Aurélie, ben tu sais... dans le fond, on va comme un peu finir l'histoire de l'Aurélie et Superman. Puis Superman va dire, tu sais, ce qui s'est passé l'autre soir, c'était pas moi qui étais là. T'sais. Fait que là, le rayon principal de l'ordinateur, va envoyer comme une toile sur Superman. Ça sera pas trop long, puis Superman va avoir trouvé une manière de sortir de là. Je trouve que quand même l'effet là-dessus, je trouve ça quand même assez spécial. Dans le fond, Christopher Reeve, on dirait qu'il a l'air dans une genre de poche de plastique, puis je trouve ça a l'air claustrophobe, mais il est quand même capable de sortir de là assez facilement. Le deuxième rayon qu'il va y envoyer, c'est la kryptonite, puis ça va vraiment affaiblir Superman. Puis c'est ça que c'est supposé de faire, dans le fond. C'est supposé d'affaiblir Superman. C'est pas supposé le tuer, ça fait juste l'affaiblir. C'est comme ça aussi dans Superman 1 qu'on avait mis de la kryptonite sur Superman, puis que Superman il était comme sans moyen, puis on s'est arrangé pour qu'il tombe dans une piscine pour peut-être se noyer. Là, juste la kryptonite tout seul, oui, Superman va rester à terre, puis il va juste attendre, tout simplement. Il va juste comme être planté là. C'est là où il faut l'attaquer, il faut pas juste le regarder. Gorman, il va se rendre compte qu'il est vraiment sur le mauvais côté. Fait qu'il va essayer là, de faire renverser ça. En tout cas, il va faire s'arranger pour que le rayon arrête. Il va trouver une hache, il va descendre de là, puis il va détruire le rayon. T'sais, il était un petit peu trop tard rendu là. Puis c'est pas la première fois où il est confronté avec l'idée de vouloir tuer Superman, mais là, tout d'un coup, il y a une conscience. T'sais. On l'a vu un peu tout le long du film, mais là, parce qu'on est à la fin du film, puis on est capable de voir qu'il y a une prise de conscience, puis là, il revient bon en quelque part, il va aider Superman. Il est supposé de tout pardonner. Superman, une fois qu'il n'y a plus de rayon, il va partir de là. Mais pendant ce temps-là, l'ordinateur, une fois arrêté, on dirait qu'elle veut survivre. Fait qu'elle va devenir vivante, puis elle va attaquer tout, dans le fond, pour pouvoir survivre. Fait qu'elle va attaquer Gorman, le rayon, pendant que Superman est parti. Superman, lui, il va revenir avec un bocal d'acide qu'on avait vu au début du film. Mais avant ça, il va avoir quand même attaqué Ross et Vera.
Puis Laura-Lee, mais il va y avoir probablement l'affaire la plus traumatisante pour un enfant. Ben, il y a Vera qui va devenir une partie de l'ordinateur. Puis même aux commentaires, ils disent que finalement, ils sont peut-être allés trop loin sur l'idée. Puis moi, je me rappelle même, étant jeune, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a traumatisé. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je me rappelle que j'avais 3-4 ans, là, mais Vera qui est devenu un robot, là, je veux dire, c'est vraiment quelque chose là, de traumatisant avec ses yeux blancs puis tout. L'effet est quand même assez réussi, là, même pour les standards d'aujourd'hui. La transformation, c'est vraiment comme épeurant pour un enfant là, de très bas âge. Là. Fait que Superman revient puis réussit à repousser Vera robot. Mais l'ordinateur n'est pas capable de voir que la menace dans l'acide. Fait que elle va essayer là, d'aspirer Superman dans son centre où elle a fait transformer Vera en robot. Mais Superman, ben, c'est ça, il va enlever le couvert du bocal. Puis c'est ça que au total, ben, qui va faire que l'ordinateur va se détruire, se faire détruire. Dans tout ça, ben, il faut voir que toutes les personnes sont vivantes, puis même Vera est redevenue une humaine. Puis, tu sais, ça, c'était une affaire que, à partir dans Superman 2, ben, la fin de Zod était comme nébuleux dans le vrai Superman 2. Là, on parle pas là, de la coupure de Donner. Le film de Superman 2, ben, est-ce que Superman et Lois avaient tué Zod? Ça avait comme été dans l'air un peu. C'est pas quelque chose qu'on veut que notre super-héros fasse, dans le fond, qui fait des meurtres ou qui tue quelqu'un puis qu'il est correct avec ça. Fait qu'il fallait voir que les machins ils étaient quand même vivants à la fin. Superman, il va voler avec Gorman, puis finalement, il dit que c'est ça, ils vont aller en prison. Puis il va laisser Gorman dans un chantier. Puis il va dire, bon, ben, garde, il va comme l'endosser, puis en disant, ben, regarde, vous avez sûrement besoin d'un programmeur, puis Gorman ici, là, il va vous faire un bon travail. Pourquoi qu'il va pas en prison? J'en ai parlé tantôt. À quelque part, là, il a bien beau être bon, tout ça. Probablement qu'il va être pardonné ou il va avoir moins de temps d'emprisonnement pour ce qu'il a fait de bon. Mais c'est quelqu'un qui est très dangereux. Puis à quelque part, ben, il a fait des vols. Puis il y a probablement eu du monde dans les tempêtes qui sont décédés à partir de là, dans la tempête en Colombie, tout ça. Fait que, on a passé par-dessus. On n'a pas parlé de mort, tout ça, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui est très dangereux puis qui devrait être surveillé, rendu là. Mais c'est pas ça. Si on met le filtre bande dessinée, ben, je veux dire, ça passe correctement. Il s'est rendu un bon gars puis qu'il fera plus de mal. C'est ça qu'il faut se dire. Superman, il avait pris une roche sur le chantier puis il a transformé ça un bijou là. Puis c'est une dague dans le fond qui va donner à Lana. Fait qu'il faut croire que dans le fond il y a une histoire plus sérieuse qui va se dérouler entre Clark et Lana. Puis on va voir la clôture aussi avec Brad dans le fond que il n'y a rien de physique. En bout de ligne, c'est juste que Brad va se faire ramasser. Mais tu sais, c'est mieux fait que dans Superman 2. Je trouve que dans la totalité, c'est beaucoup mieux fait pour clôturer cette idée-là que Brad devait se faire ramasser, puis il s'est fait ramasser, puis c'est mieux fait. Peut-être que le fait que c'était une scène qui avait été tournée par Donner, puis on avait un film de Lester la dernière fois, puis là, ben, c'est juste Lester qui a le contrôle total du film. On va retourner au Daily Planet pour clôturer le film. Dans le fond, on avait commencé avec ça, on finit avec ça. Lois qui s'est bien fait bronzer aux Bermudes revient, comme j'ai dit, c'est probablement la même journée de tournage qu'on a juste on a filmé cette scène là en même temps. On va apprendre que Lana Lang elle travaille au Daily Planet. Puis, tu sais, il y a comme une rivalité qu'on peut voir entre les deux personnages. Fait que peut-être qu'on va voir ça dans le prochain film. En tout cas, je sais que le personnage ne revient pas. Alors, c'est vraiment dommage que ça va terminer là, mais en tout cas, ça, on parlera de ça quand on parlera de Superman 4. Pour le film d'aujourd'hui, ben, je veux dire, c'est comme une belle place quand même de terminer ça.
Puis ça donne peut-être au moins quelque part pour partir pour le prochain film. Mais comme j'ai dit plus tôt, ben, on aurait pu avoir cette rivalité-là. Peut-être pas tout de suite en partant au début du film, mais peut-être qu'on aurait pu avoir ça à mi-chemin du film. Mais on est parti un peu partout avec le personnage de Gorman, que je sais pas, on avait déjà beaucoup de place aussi pour Lana. Ben, avoir rajouté Lois au milieu du film, peut-être que ça aurait commencé à faire pas mal. Là. Comme le deuxième film où on voyait Superman faire un dernier petite bonne chose pour la fin, ben Superman va replacer la tour de Pise croche comme elle était au départ. Comme j'ai dit tantôt, ben je sais pas s'il aurait pas dû la laisser droite. Quelque part, on fait juste replacer les affaires comme qui était avant qu'il se pointe. Puis le film termine pareil comme les deux premiers films avec Superman dans l'espace, puis qui nous envoie un petit bye-bye. Puis on se revoit dans le prochain film. Comme j'ai mentionné tantôt, ben le générique, la manière qui est monté, on voit les noms au départ. C'est correct qu'on avait vu ça là, dans Superman 2, mais je me rappelle pas tout à fait si mettons on voyait comme les noms installés comme un peu dans Star Wars, mais à l'envers, puis qu'on voit comme tout vraiment s'en venir, puis que les noms sont installés debout. Je trouve ça quand même un peu intéressant comme choix. Puis je suis quand même pour ça un peu qu'on change les affaires, surtout quelque chose qui est quand même instauré depuis des années dans des films. Puis même aujourd'hui, je pense que j'ai pas vu ça dans un film quelque part. Alors, en conclusion, OK, j'ai parlé un peu là, de toutes les bords. J'ai l'air d'être quand même en faveur du film. Mais c'est quand même un film que je sais pas vraiment comment l'endosser. Je vais y aller quand même avec un verre à cause que c'est un film, comme j'ai dit, il faut comprendre un peu qu'il faut le regarder comme un film de bande dessinée et non comme un film normal. C'est quelque chose qu'on voulait peut-être vendre à l'époque, vendre un film normal avec un film normal, pas un film de super-héros nécessairement comme aujourd'hui, mais c'est un drame d'action avec un personnage qui est un super-héros. Si on regarde ça avec l'optique que c'est une bande dessinée mise à l'écran, je crois que c'est peut-être quasiment le meilleur film de Superman qu'on a dans les trois films. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur film de Superman, par contre. Je veux dire, j'aime de loin plus le premier film, puis le deuxième film, il suit par la suite. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment horrible. Contrairement au deuxième film, il y avait quand même une bonne marge entre le premier et le deux. Le troisième, oui, il est une gamme sous le deuxième film, mais il y a quand même des bonnes choses dans le film. Comme j'ai dit, la scène au milieu avec le Clark qui se bat contre lui-même, en guillemets, là, contre Superman, ben, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment le fun à voir. C'est une scène qui se démarque beaucoup. Même le Christopher Reeve, quand il retourne à Smallville, je trouve que ça ralentit le film à cet endroit-là. Mais de voir quand même que Christopher Reeve, ou le personnage de Clark, il y a quelque chose d'autre à part Lois, ben, je trouve ça le fun quelque part. Qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier film? Il y avait eu la relation entre Lois Lane et Superman, puis que c'était comme un impasse rendu là. Ben, il y a comme une porte de sortie quelque part avec Lana, puis quelque part, est-ce que Lois Lane, c'est jamais vraiment dit, est-ce que Lois Lane était juste tombée en amour avec le symbole de Superman et est-ce plutôt que de Clark Kent lui-même ou le Kal-El, est-ce qu'elle était tombée en amour avec lui ou c'est vraiment juste le symbole? C'est quelque chose qui était un peu pas vraiment bien répondu. T'sais, il y avait eu un commentaire là, de Clark dans le restaurant, il dit la personne qui est tombée en amour avec est plus là. Fait que c'est quelque chose qui fait que c'était un impasse comme histoire entre ces deux-là. Mais le personnage de Lana et de Clark, c'est quelque chose qu'on pourrait aller, puis on voit que Christopher Reeve, il semble avoir quelque chose pour le personnage de Lana. Lana
est correcte comme personnage, est un peu maladroite, puis peut-être que ça va avec le personnage de c'est l'identité de Clark de Metropolis que Superman fait tout le temps. Puis je trouve ça dommage que, sachant que cette histoire-là, elle ira pas plus loin que le film d'aujourd'hui, c'est vraiment dommage quelque part. Mais je trouve que ça reste quand même une force de voir tout Christopher Reeves qui fait comme personnage de Clark, la différence qu'il y a entre Clark de Metropolis, Clark de Smallville, Superman, puis le Superman qui n'est pas Superman, là, ou que j'ai appelé un peu bizarro, ou en tout cas le côté sombre de Superman. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir aujourd'hui avec Christopher Reeve qui fait que le film est quand même assez intéressant. Il y a Richard Pryor, que j'aime quand même pas mal là, dans toutes les scènes. Ils veulent peut-être un peu la vedette à Superman. C'est là où que des fois je me dis, est-ce que je peux vraiment l'endosser comme film de Superman? Mais je pense que il manquerait quelque chose au film si, mettons, on n'aurait pas quelqu'un d'autre aussi pour contrebalancer juste Superman en fait de film. Est-ce que Richard Pryor ou le personnage de Gorman aurait dû être peut-être le personnage de Webster? Peut-être. Je sais pas, peut-être qu'on aurait dû trouver un moyen là, de les combiner ensemble. Ça aurait pu être quelque chose de peut-être plus sensé. Mais on aurait un film totalement différent. Mais en voyant ça quand même, c'est sûr que ça marche pas tout à fait ce que je dis là. Ça se contredit quasiment dans la même phrase. Mais j'aime bien Gorman, mais il est peut-être un des points, des plus gros points négatifs du film parce que il n'a pas tout à fait sa place dans l'histoire. Il prend peut-être un petit peu trop de place. Mais je trouve que d'un autre côté, j'aime quand même la plupart des scènes qui est dedans, même s'il y a des fois là, comme la passe du ski, c'est peut-être un petit peu trop. Il y a des fois que la scène a continué un petit peu trop longtemps avec lui. Peut-être qu'on aurait pu un peu les couper un peu. Peut-être que ça aurait été un peu mieux, juste des petits bouts, là, on enlève 2 secondes par-ci, par-là. Peut-être qu'on ça aurait été un petit peu moins flagrant comment il prend de la place dans tout le film, mais ça reste que quand même c'est pas le grand des vers, c'est un bon petit film qui peut se rajouter à la suite là, de Superman 2. Mais quelque part, c'est pas le film Superman obligatoire, mais je trouve que c'est un autre film de Superman qui se rajoute bien là, aux 2 films qu'on a eu précédemment. Au prochain podcast, dans l'univers là, des films de DC, je vais parler d'un spin-off dans l'univers de Superman, Supergirl. J'en ai parlé un peu tantôt. Honnêtement, c'est un film que j'ai vu à l'époque, quand il est passé à super écran dans ce temps-là. On parle de quelque chose comme 85, quelque chose de même. Je ne me rappelle pas du tout de ce film-là. J'ai vu quelques petits morceaux à la télé, comme la créature des marais, si vous avez écouté le podcast la dernière fois. Je l'ai vu à la télé, mais il y a des petits bouts là, que je me rappelais un peu, mais c'est tout. Même chose pour Supergirl, puis je pense que je me rappelle vraiment de rien. Peut-être qu'il y a des petites images qui vont revenir en écoutant le film, mais je rentre là vraiment comme un nouveau film. Là. Ça va être mon premier visionnage total du film. Fait que je sais vraiment pas à quoi m'attendre la prochaine fois. Puis je sais pas exactement c'est quoi le lien avec Supergirl qu'on avait comme idée du film d'aujourd'hui, puis le film de la prochaine fois. En tout cas, je vais en reparler au prochain podcast, ça c'est certain. Puis par la suite, on va revenir avec Superman 4 la semaine suivante. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, dans le fond, d'aller sur Facebook ou Twitter, suivre Premier Visionnement. Des fois, je lance des idées, c'est des commentaires, des sondages, genre sur des petites affaires. C'est le fun. Ce serait le fun de vous avoir des fois de commenter sur vos opinions. C'est là pour ça, dans le fond. Commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Je veux dire, c'est un film qui mérite un vert? C'est un film qui mérite un rouge ou un jaune? Je ne suis pas en train de dire que je donnais le plus grand des verts. Juste un vert, mais peut-être qu'il touchait le jaune, mais je crois pas que c'est un film qui mérite le rouge. Il y a quand même des bonnes choses dans le film, c'est juste qu'il faut pas la garder à côté là, des 2 premiers Superman directement. Il va bien avec, mais il faut pas comparer avec les 2 premiers films. En même temps, en allant sur Facebook ou Twitter,
que vous êtes souscrit sur la page, je publie tous les podcasts une fois qu'ils sont publiés, fait que vous êtes toujours à jour, savoir quand je sors quelque chose. Alors ça, c'est la manière la plus rapide là, de savoir que le prochain podcast est disponible. Mais d'ici le prochain podcast, c'est quoi dans les airs? C'est un avion? C'est un oiseau? Mais non, c'est moi! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.